On va reprendre sans transition pour évoquer les questions internationales qui ont déjà été un petit peu abordées dans les questions précédentes. Alors, puissance et autorité dans les relations internationales. Bon, cette question, évidemment, est complexe. On a vu à quel point la définition de l'autorité pouvait être discutée. On a un public qui est plus dissipé que nos amphithéâtres d'étudiants, n'est-ce pas? En cette fin de journée. C'est compliqué de faire autorité à 16h un samedi soir. Donc l'autorité, de façon générale, on l'a vu, si on devait retenir une définition imparfaite mais minimale, en tout cas quand on regarde le dictionnaire, ça relève du commandement, le droit de commander, d'imposer l'obéissance. Et on l'a vu ce matin à travers la table ronde sur le travail, un des exemples typiques qui a d'ailleurs suscité beaucoup de questions, j'imagine que vous en avez encore. L'exemple typique, c'est le chef, la figure du chef avec ses subordonnés. Et on évoquera tout à l'heure les questions politiques, mais s'agissant de la politique internationale, dans quelle mesure on peut appliquer cette notion d'autorité au monde des relations internationales qui, par définition, c'est un des termes classiques en relations internationales, est anarchique. Quand on parle d'anarchie en relations internationales, on ne veut pas dire l'anarchisme au sens de Proudhon, mais on veut dire qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus des acteurs internationaux et en particulier au-dessus des États. La table ronde précédente portait sur l'ordre régalien. Et on sait à quel point l'autorité de l'État peut s'imposer à travers les différentes institutions, la justice, l'armée, la police. Rien de tel au niveau des relations internationales. Alors bien sûr, il y a les organisations internationales, il y a les Nations Unies, il y a le droit international, on y reviendra sans doute, mais comme le dit un grand auteur, la guerre survient car rien ne l'empêche. Si un État veut faire la guerre, on l'a vu récemment avec la Russie qui franchit les frontières de l'Ukraine et agresse militairement son voisin, eh bien, il n'y a pas de chef, en quelque sorte, qui viendrait dire à l'État russe qu'il ne peut pas accomplir cet acte. Et bien sûr, il existe une justice pénale internationale. Vladimir Poutine est bien placé pour le savoir, puisqu'il est aujourd'hui sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la difficulté étant l'application de cette justice, comme il existe une justice qui s'applique plus ou moins bien à l'échelle des États. Et donc, ce sont ces sujets que nous allons aborder, avec peut-être une dialectique ou deux termes qui doivent nous orienter. C'est que cette autorité des États en relations internationales, elle peut s'exprimer par la force, et donc, sous sa forme extrême, la force armée, la guerre, mais il existe aussi un droit international décidé par les États, c'est important d'avoir ça à l'esprit, qui ne s'impose pas aux États, mais qui est l'émanation de leur volonté, et qui peut permettre de réguler la violence internationale. Et donc, ce sont ces questions que nous allons aborder avec nos invités, avec peut-être à l'esprit, après ces remarques liminaires, peut-être 3 éléments de contexte, peut-être à avoir à l'esprit avant de démarrer cette discussion. C'est évidemment un peu arbitraire, j'espère pas autoritaire, de donner ces éléments de contexte, mais peut-être que si on devait décrire la situation internationale aujourd'hui, en 2024, on pourrait dire déjà qu'il y a un regain de la compétition de puissance. C'est pas pour rien qu'on associe ici le mot de puissance et d'autorité, non seulement eu égard à la puissance de l'État, mais aussi au fait que, si on regarde les relations entre les États-Unis et la Chine, par exemple, on voit bien que ces relations se tendent, se durcissent, que la compétition de puissance augmente, et donc forcément c'est un élément d'appréciation de la situation. Le deuxième élément de contexte, c'est un phénomène qui touche les puissances occidentales, et en particulier les États-Unis,
qui ont longtemps dominé la scène internationale et qui aujourd'hui sont dans une situation, sinon d'affaiblissement, du moins d'affirmation d'autres puissances extra-occidentales, la Chine, l'Iran, le Brésil, la Turquie, autant de puissances plus ou moins libérales, plus ou moins autoritaires, qui s'affirment face à ces vieilles puissances occidentales qui se retrouvent pour une part désorientées. Et donc on parle beaucoup aujourd'hui de désoccidentalisation, on parle beaucoup aujourd'hui de décentrement nécessaire de nos regards pour tenir compte, en quelque sorte, de ces nouvelles autorités, étatiques ou pas d'ailleurs, qui vont émerger. Et puis le troisième élément de contexte qui doit peut-être nous interroger, il y en aurait d'autres bien sûr, mais on a 1h15, c'est la question des autoritarismes. On parle de l'autorité en relations internationales, les régimes autoritaires qui vont fonder une autorité verticale pour imposer leur volonté de façon stridente dans l'ordre interne ou dans l'ordre international, c'est évidemment un phénomène important. Isabelle Poifolle-Ferreira, dans son introduction hier, expliquait qu'il y avait une montée en puissance des régimes autoritaires. C'est quelque chose qui, évidemment, est une source de préoccupation. Alors, pour aborder ces questions, je vais vous présenter nos différents invités, que je remercie vivement d'avoir accepté l'invitation des entretiens d'Auxerre. À ma droite, Delphine Alès, professeure de sciences politiques à l'Institut national des langues et cultures orientales, dont elle est d'ailleurs des civilisations orientales, pardon, pas culture, justement, voilà un lapsus révélateur. Qui est par ailleurs donc vice-présidente de cette université et dont les recherches que vous retrouverez à la table de la librairie Oblique, que je remercie vivement de sa fidélité, donc dont les recherches portent sur différentes thématiques, la question des religions en relations internationales, cette question du décentrement aussi, d'une approche décentrée qui tient compte de la montée en puissance des puissances extra-occidentales, notamment en Asie du Sud-Est, donc des puissances auxquelles elle a consacré ses premières recherches. Ensuite, Frédéric Ramel, professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, et qui a longtemps dirigé le département de sciences politiques de Sciences Po Paris, et qui travaille aussi en relations internationales avec peut-être 3 axes que je retiendrai ici. La philosophie des relations internationales. Vous retrouverez son ouvrage, là aussi, sur la table de la librairie Aubric, et pourra même vous signer l'ouvrage si vous le souhaitez. Et comme Delphine, du reste, comme tous nos auteurs, il ne faut pas hésiter à venir les voir après les conférences pour leur proposer une petite dédicace. Autre sujet important de Frédéric, le multilatéralisme et le fait justement que des règles multilatérales sont nécessaires pour réguler la violence. Et puis un sujet très original, très important, qui concerne le rôle de la musique et de l'art de façon générale dans les relations internationales. Et je précise que vous avez un ouvrage dont on reparlera tout à l'heure sur la bienveillance dans les relations internationales, évidemment, qui fait écho à nos questionnements. Et puis Thierry Chopin, professeur invité au Collège d'Europe et à l'École Polytechnique, Collège d'Europe à Bruges, qui est initialement un grand spécialiste de philosophie politique, de théorie politique, à travers des ouvrages sur Benjamin Constant et un ouvrage que personnellement j'apprécie énormément, publié avec le regretté Laurent Bouvet, sur le fédéraliste, et qui a consacré ces dernières années un certain nombre de travaux aux questions européennes, que vous pouvez retrouver notamment un numéro de la revue Esprit, récent, d'avril 2024, où Thierry a collaboré. Voilà, donc autant dire qu'on a ici des personnalités qui font autorité et qui vont transmettre, j'espère, leur connaissance. Alors, première peut-être question qui a à voir avec mes remarques liminaires. Voilà, qu'est-ce que faire autorité, justement, sur le plan des relations internationales aujourd'hui? Et si on doit réfléchir à la situation des grandes puissances ou des puissances moyennes ou des petits États ou des acteurs non internationaux, qui aujourd'hui fait autorité finalement?
dans le domaine des relations internationales, comment on peut, d'une certaine manière, se repérer dans ce paysage dont on sent qu'il est de plus en plus complexe et peut-être illisible. Alors peut-être Delphine pour commencer, pour nous éclairer. Merci beaucoup Jean-Vincent, merci d'abord de ton invitation. C'est un très grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous aux entretiens d'Auxerre. C'est une première pour moi à Auxerre, donc je suis d'autant plus heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce beau théâtre. Alors, bon, question très vaste évidemment et très complexe. Je vais peut-être commencer par l'élargir encore plus en répondant plutôt à la question de comment faire autorité en relations internationales, ce qui m'évitera de répondre à la question qui fait autorité, puisque je n'ai pas de réponse à cette question, précisément parce qu'on est dans un contexte où l'autorité est diluée. Je serais curieuse de voir si mes collègues peuvent dire qui fait autorité aujourd'hui en relations internationales. Je leur passerai du coup volontiers le micro, mais je préfère me concentrer d'abord sur le comment, parce que c'est justement la complexité de cette deuxième question qui nous explique que personne véritablement aujourd'hui ne soit en mesure de faire autorité, c'est-à-dire de s'imposer et d'imposer une forme de stabilité qui correspondrait au souhait de celui qui hypothétiquement ferait autorité. Il y a une caractéristique que Jean-Vincent rappelait en introduction de l'ordre international par rapport aux ordres internes, qui est l'absence de monopole. L'absence de monopole sur la puissance, l'absence de monopole sur l'usage de la force, de la contrainte légitime. Et l'autre élément, et celui sur lequel je vais m'appesantir dans un instant, l'absence de monopole sur la définition même de la légitimité en relations internationales. Ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'a jamais eu, ce n'est pas une caractéristique des relations internationales contemporaines. Il faut toujours se garder de dire qu'on est dans une situation qui est parfaitement inédite par rapport à tout ce qui a existé jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu ce monopole. Et il n'y a pas non plus, et peut-être que c'est un phénomène qui se renforce pour le coup depuis les années 90 et encore plus, de manière plus accélérée depuis les années 2000, il n'y a pas d'alignement sur la scène internationale contemporaine entre trois phénomènes dont l'alignement serait une condition nécessaire pour avoir une stabilité en relations internationales comme dans l'ordre interne. Et ces trois éléments sont la force et son usage, l'autorité qui repose sur la légitimité et la capacité de régulation. On a trois éléments dont l'alignement et la condition d'une forme de stabilité. Or, ces trois éléments sont, sur la scène internationale contemporaine, fragmentés, contestés, dilués. L'usage de la force et de la puissance, Jean-Vincent l'évoquait il y a un instant, on est dans un contexte de retour de la compétition, on est dans un contexte où on a pu considérer au tournant de la guerre froide qu'il y avait un moment unipolaire autour d'une grande puissance, les États-Unis, qui considéraient avoir un rôle de gendarme du monde parce que c'était de fait la grande puissance qui, à défaut d'avoir le monopole, détenait en tout cas des capacités militaires et la capacité d'imposer sa force et d'imposer une forme de régulation des relations internationales. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas aussi bien sur le plan interétatique. Vous avez évidemment des États qui ont une capacité de contestation de la force américaine. On parlera évidemment de la Chine. Mais il y a aussi une dilution et une complexification du nombre ou des types d'acteurs qui peuvent prétendre éroder ce monopole. Sur le plan de l'autorité et de la légitimité sur laquelle repose cette autorité, et là je crois que c'est un phénomène qui est effectivement en cours d'évolution, qui se renforce ou à défaut d'être nouveau. On a pu considérer aussi pendant la deuxième partie du XXe siècle qu'il y avait une adhésion générale de la plupart des acteurs du système international à un ensemble de normes de régulation qui étaient considérées comme légitimes et qui étaient incarnées par un système institutionnel, celui des Nations Unies, qui servait à réguler la mise en œuvre de ces normes. Et donc, il y avait une adhésion globale pendant la deuxième partie du XXe siècle à un ensemble de normes internationales, l'idée du non-usage de la force, même si dans la pratique, les choses ont toujours évidemment été plus complexes que ça, un ensemble de normes universelles, la Charte des Nations Unies, les droits humains, etc. Aujourd'hui, on assiste à une fragmentation de cet ensemble-là. Même s'il n'a jamais été évidemment parfaitement mis en œuvre, les acteurs qui étaient considérés comme des acteurs contestataires au sein du système international, par exemple dans les années 50, les acteurs du mouvement des non-alignés,
Ces acteurs-là contestaient non pas les normes sur lesquelles prétendait reposer le système international, ils contestaient la façon dont elles étaient mises en place. Le mouvement des non-alignés, qui débute avec la conférence de Bandung en 1955, c'est un mouvement d'État récemment décolonisé qui est frustré d'une certaine manière de voir qu'un système international qui se veut universel et qui prétend être régulé par des organisations multilatérales censées assurer l'égalité des États et leur voix égale à la table des nations, eh bien, ils étaient frustrés de voir que ce système était en fait contrôlé par des grandes puissances, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale au sein du Conseil de sécurité en particulier. Donc, ce qu'ils contestaient, ce n'était pas les normes. Ils adhéraient tous à l'universalisme. Et quand on regarde les conclusions de la conférence de Bandung en 1955, ça n'est que la réaffirmation de la nécessité de bien mettre en place les règles sur lesquelles auxquelles le système des Nations Unies est adossé. Aujourd'hui, ça n'est plus véritablement le cas parce que vous avez l'émergence de puissances contestataires, la Chine, la Russie, évidemment, l'Inde dans une moindre mesure, on pourra y revenir plus tard, mais qui sont des puissances qui contestent la légitimité même des normes auxquelles est adossé le système international au nom de systèmes de valeurs alternatifs. Et donc, vous avez une forme de concurrence des universalismes, puisque ce que propose la Chine, ça n'est pas, par exemple, un ordre international ou un ordre régional qui serait simplement organisé au sein d'un ensemble qui correspondrait à l'espace d'influence historique de la puissance chinoise ou des empires chinois. C'est une autre forme d'universalisme qui a vocation à prendre une place à l'échelle internationale, mais qui entre en concurrence avec des normes universelles, celles auxquelles sont adossées les Nations Unies, et qui sont présentées aujourd'hui par les dirigeants chinois, on retrouve la même chose dans le discours russe, comme étant des normes occidentales qui ont été étendues au bénéfice des puissances occidentales. Donc c'est cette compétition entre des universalismes différents, qui correspondent à des intérêts différents, qui caractérise cette dilution de l'autorité dans le système international contemporain, et donc qui affaiblit le système de régulation qui est celui des Nations Unies. Donc vous voyez, je n'ai pas dit qui faisait autorité dans le système international contemporain, mais j'ai expliqué pourquoi cette autorité est aujourd'hui fragmentée, contestée et délégitimée. Merci. Alors, tu n'as pas dit qui faisait autorité, mais tu as bien indiqué cette crise, finalement, de ce système des Nations Unies qui, aujourd'hui, se voit contesté, d'ailleurs, à l'intérieur même du système. On voit à quel point la Chine investit les instances internationales pour proposer d'autres normes. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans notre époque et qui la rend difficilement lisible, mais en même temps intéressante. C'est qu'on ne voit pas poindre une autorité qui viendrait faire autorité, mais on voit qu'il y a un système qui se fissure. Merci de l'avoir mis en évidence. Voilà, je pose la même question à Frédéric Ramel. Au fond, comment est-ce que tu vois cette question d'acteurs internationaux qui peinent à faire autorité ? Merci Jean-Vincent, bonjour à toutes et à tous. Et comme Delphine, je ne connaissais pas Auxerre, donc merci de me donner l'opportunité de découvrir votre belle ville. Je partage entièrement le constat de Delphine, je rajouterai 2 éléments complémentaires. Le premier, c'est la diversification de ces acteurs qui peuvent prétendre à être des autorités. Delphine a essentiellement mentionné des États. J'ai envie d'ajouter encore d'autres acteurs. Un proto-État comme l'État islamique a été une autorité. Il a attiré à lui un certain nombre de personnes qui voulaient, en effet, participer au projet de l'État islamique. En même temps, on a des agences de notation aujourd'hui en matière d'économie politique internationale où les États se soumettent à la fameuse notation. Ces agences de notation peuvent, elles aussi, prétendre à cette fonction d'autorité. Vous voyez que la scène est bien plus large que la scène des États qui pourraient être les seuls à prétendre exercer l'autorité. Donc ça, c'est la diversification. Et je rajouterai un deuxième élément pour faire écho à ce que Jean-Vincent et Delphine ont dit. Il y a une tension entre 2 types d'autorité. L'autorité du chef et l'autorité du juge. Cette autorité du chef, c'est celui qui a une vision et qui commande et qui peut utiliser la puissance pour imposer son projet. Et puis, il y a l'autorité du juge qui applique le droit. Alors, on nous apprend, en tant qu'étudiants et maintenant en tant qu'enseignants, qu'il y a une spécificité des relations internationales. À l'intérieur des États, la vie bonne. Donc, vous pouvez prétendre à l'autorité de la justice. À l'extérieur, survie. On essaie de survivre. Autorité de la justice, vous n'y pensez pas, c'est complètement hors sujet. J'aimerais
quand même montrer qu'il y a une dynamique où, en fait, ces deux types d'autorités, autorité puissance et autorité justice, on peut les repérer et elles sont, en fait, en situation de tension. Et j'en veux pour preuve qu'on a créé une Cour pénale internationale depuis 2002, son acte de mise en vigueur, et on a une fameuse Cour internationale de justice que toutes et tous, vous avez entendu parler autour évidemment de la guerre entre Israël et le Hamas. Et j'aimerais juste revenir quelques secondes sur cette Cour internationale de justice parce qu'elle me semble concentrer justement cette tension entre autorité puissance et autorité justice. La Cour internationale de justice, elle a deux fonctions. Une première fonction, c'est une fonction contentieuse. C'est-à-dire que les États qui déclarent ce qu'on appelle la clause de compétence obligatoire acceptent l'autorité de la chose jugée de la Cour internationale de justice. Lorsqu'ils ont un contentieux, un différend avec un autre État qui a aussi déclaré cette clause de compétence obligatoire, ils acceptent la décision de l'autorité qu'est la Cour internationale de justice. Sur les 193 États des Nations Unies, 74 États ont déposé cette déclaration. La dernière, c'est l'Allemagne en 2008. Donc c'est une minorité d'États. Mais il y a quand même une petite dynamique. Deuxième fonction, la fonction donc de conseil. La Cour peut émettre des avis sur demande, soit des États, soit d'organes d'organisations intergouvernementales. C'est le cas, par exemple, de l'Assemblée générale des Nations unies qui a demandé en effet, à la Cour de statuer sur la politique d'Israël dans les territoires palestiniens, qui a rendu son avis en juillet dernier. Ou évidemment de la demande de l'Afrique du Sud concernant la situation à Gaza. On pourrait se dire, mais ça ne sert à rien. En fait, il y a deux réactions. Il y a d'un côté les États qui restent dans l'autorité puissance. Tout cela, ça ne sert à rien et c'est l'usage de la force qui va s'imposer. Et de l'autre, des États qui disent mesures conservatoires, risque possible de génocide. Un certain nombre d'États, après la formulation de l'avis, ont décidé de suspendre ou de limiter leur soutien militaire à Israël. Ce qui signifie qu'il y a quand même aussi un impact dissuasif de cette autorité justice. Et derrière cela, il me semble, et je vais finir par là, que ça pointe du doigt aussi dans le système international contemporain, les risques de la démesure. Fonder une autorité exclusivement sur la force et sur la puissance, au bout d'un certain temps, ça va avoir des effets pervers. L'hubris n'a jamais payé, à un moment donné ou à un autre. Et je pense qu'un certain nombre d'États et de gouvernants devraient un peu, peut-être, prendre en considération cette affaire, et y compris les Occidentaux. Merci vraiment Frédéric pour cette mise au point impressionnante et donc qui montre premièrement qu'il y a une diversification d'acteurs. Un des éléments de la situation, c'est le fait que les acteurs étatiques ne sont plus seuls sur la scène internationale. Et puis l'autre élément qui, je crois, a frappé les esprits, c'est précisément cette articulation complexe entre le droit et la puissance et le fait qu'aujourd'hui, il y a un regain de la compétition de puissance, mais que parallèlement, il y a une montée en puissance du droit et une nécessité du droit, une nécessité des normes, si l'on veut un minimum calmer le jeu, si j'ose dire. Alors Thierry Chopin, tu es spécialiste donc, des questions européennes. Évidemment, on peut se poser la question de l'autorité européenne ou de la place de la voix européenne dans cette discussion sur l'autorité. Et on peut se la poser d'autant plus, on y reviendra en fin de conversation, que l'allié historique sur lequel tu as d'ailleurs beaucoup travaillé, les États-Unis vivent une situation avec l'élection de Trump qui interroge quant à ses liens avec la puissance européenne. Merci beaucoup Jean-Vincent, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour le coup je connais Auxerre, je suis venu il y a quelques mois d'ailleurs avec Anne Muxel et Pascal Perrineau pour parler des élections européennes à venir. À l'époque en tout cas, et puis pour tout vous dire, en fait j'ai grandi à Troyes, donc j'étais aussi un supporter de la JOCR à ce moment-là, parce que je ne pouvais pas supporter l'attaque. C'était pas assez chic. Les stacks. L'attaque à l'époque. Ah bon, d'accord. Qui est devenue les stacks. Ok. Tu posais la question, Jean-Vincent, de la possibilité en fait de créer aussi une autorité au-dessus en fait des États. Évidemment, d'abord, la construction européenne est une tentative, d'abord réussie, de créer quelque chose au-dessus des États, une entité supranationale, grâce au droit.
et le droit ayant évidemment servi à réguler, à pacifier en fait les rapports de puissance, qui n'a pas évidemment effacé les jeux d'influence entre ces entités étatiques. Mais la question est de savoir si ce processus a malgré tout réussi à créer une autorité, au sens où, peut-être pour ajouter un élément de définition à tous les éléments qui ont été d'ores et déjà mis en avant à la fois par Delphine et par Frédéric, finalement l'autorité comme pouvoir dévolu en fait à une instance politique de commander légitimement. La question de la légitimité a été fortement associée à juste titre dans la table ronde précédente à celle de l'autorité sur précisément un territoire déterminé. Et si on rapporte finalement ce qu'est l'Union européenne au moins à ces trois éléments de définition, on voit effectivement que le lien entre autorité et Union européenne, il est éminemment problématique. Il est éminemment problématique parce que sur le premier registre, d'abord, création d'une instance politique, c'est discutable. Il n'y a pas un pouvoir, une instance politique au sein de l'Union européenne. On a davantage affaire en fait à une polyarchie. Delphine parlait beaucoup de fragmentation en fait de l'autorité au niveau international. L'Union européenne finalement incarne finalement en quelque sorte à elle seule une telle expression de la fragmentation contemporaine. Cette polyarchie, elle se reflète évidemment dans les institutions européennes elles-mêmes. Il y a une présidente de la Commission européenne, il y a un président du Conseil européen. On sait que cette hiérarchie, elle pose des problèmes sur la représentation d'ailleurs de l'Union européenne sur la scène internationale. Vous avez sans doute entendu parler du Sofagate, quand le président Erdogan, en fait, évidemment, a joué de la division des Européens en reléguant la présidente de la Commission sur un sofa, alors même qu'il avait invité Charles Michel, le président du Conseil européen de l'époque, assiégé face à lui, et on pourrait multiplier les exemples. Et il est évident que, et même si on fait une mise en abîme, le Conseil européen aussi à lui seul, qui pour certains pourrait être le véritable foyer d'autorité de l'Union européenne, en réalité, il n'y a pas de pouvoir exécutif unitaire. Il y a un pouvoir exécutif qui est collectif, qui est fragmenté, et ça a des conséquences négatives, me semble-t-il, à la fois en termes d'efficacité, mais aussi en termes de légitimité. Pourquoi ? Parce que même si les chefs d'État et de gouvernement qui siègent au sein de ce Conseil européen bénéficient tous et toutes d'une légitimité nationale devant leur population nationale respective, en même temps, cette fragmentation, elle dilue la responsabilité. Au nom de quoi ? Au nom de qui ? Les institutions européennes, et notamment le Conseil européen, peut-il représenter les intérêts des Européens sur la scène internationale vis-à-vis d'autres puissances ? Et ça, c'est une question qui est évidemment fondamentale. Sur le deuxième point, sur le critère de légitimité, précisément, cette légitimité, elle est fragile. Elle est fragile parce que les mécanismes qui donnent la légitimité politique aux institutions européennes, elle est faible. En tout cas, elle est faible comparativement à celle dont peuvent bénéficier des leaders, qu'ils soient autoritaires ou non autoritaires, sur leur scène nationale, voire impériale respective. Et puis le troisième élément que j'évoquais, c'est-à-dire l'autorité comme pouvoir sur un territoire déterminé, l'un des problèmes que nous pose en fait la construction européenne, c'est que précisément cette construction, elle a beaucoup de mal à s'inscrire dans un territoire qui est déterminé. D'ailleurs, si vous lisez les traités européens, c'est très frappant, on parle beaucoup d'espace. Et le principe même d'extension territoriale, potentiellement indéfinie, en fait, est quelque chose qui caractérise assez fortement le processus de construction européenne. Donc, ce qui vient ajouter une difficulté aux difficultés initiales que j'évoquais. On le voit dans la difficulté à poser la question des frontières de l'Union européenne. Et la frontière, je pense que ce n'est pas complètement quelque chose à traiter à part de notre sujet d'aujourd'hui sur l'autorité. C'est à la fois la limite de la sécurité des entités politiques, mais c'est aussi ce qui font le sentiment d'appartenance à une communauté politique. Et à cet égard, la guerre en Ukraine, l'invasion russe depuis le 24 février 2022, nous pose en fait une question fondamentale sur cette question des frontières et donc sur la question du territoire européen comme condition de possibilité en fait d'une autorité européenne. Donc voilà peut-être quelques éléments préalables pour en discuter avec vous par la suite. Merci beaucoup. On voit bien à travers ton intervention que voilà, c'est difficile finalement d'aller au-dessus des États, que les États qu'on disait moribonds au lendemain de la guerre froide, au sens où il y aurait une sorte de consensus démocratique et libéral finalement qui permettrait de limiter la démesure, de limiter l'exercice de la puissance, de limiter la guerre. En fait, la situation actuelle montre qu'en définitive,
eh bien, les tentatives de régulation sont extrêmement difficiles. Alors, je vais te laisser la parole, Thierry, pour évoquer une question directement en lien avec le durcissement observé en relations internationales. C'est cette demande autoritaire, ou en tout cas la montée en puissance des autoritarismes ou de l'autorité autoritaire. C'est vrai que c'est un phénomène, évidemment, qu'on ne peut pas éluder dans la situation présente, et en particulier en Europe, où finalement l'Union européenne s'est voulu à un moment donné une sorte d'avant-garde de ce qui pourrait s'exercer à l'échelle internationale. Et puis on voit qu'aujourd'hui, au sein de cette Union européenne, les mouvements eurosceptiques, populistes, autoritaires, dans différents pays comme la Hongrie ou la Serbie, eh bien, se développent, y compris d'ailleurs dans d'autres pays qui étaient jusque-là préservés, l'Allemagne, ou encore même la France, évidemment, avec la situation que vous connaissez et la tripartition. Donc voilà, comment interpréter, du point de vue, je dirais, de ces effets internationaux, ce qui est en train de se passer en Europe et ailleurs, puisqu'on élargira ensuite la focale à d'autres régions. C'est une question évidemment très vaste, donc je vais essayer de ramasser finalement ma réponse peut-être autour de deux éléments qui me paraissent importants. Le premier, peut-être d'un point de vue interne, effectivement, à l'Union européenne, et le second sur les effets externes de ce qui se passe en Europe. Sur le plan interne, je pense qu'il faut replacer en fait la question dans des dynamiques générales qui me semblent en fait être à l'œuvre depuis maintenant 20-25 ans en fait en réalité dans tous les pays européens, en tout cas dans la plupart d'entre eux. Et ces dynamiques politiques, elles se caractérisent au moins par deux éléments. Le premier, c'est une fragmentation politique de plus en plus importante, d'ailleurs qui nous distingue, me semble-t-il, des États-Unis et de sa logique politique de polarisation. Je pense qu'on n'est pas complètement dans la même situation en fait, de ce point de vue-là. Et donc les leçons à tirer d'ailleurs de l'élection américaine pour l'Europe, à mon avis, doivent être évaluées à l'égard de ces deux logiques politiques. Et ça, je ne l'entends pas dans le débat ou dans les commentaires post-élection aux États-Unis, mais je ferme la parenthèse. Et puis le deuxième élément, en écho directement à la question que tu poses sur la montée des nationaux populistes, illibéraux et autoritaires, c'est évidemment la montée de ces populismes, d'ailleurs qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient aussi inclassables, mais plutôt à droite quand même de la droite, de l'échiquier politique. Et on l'a vu encore lors des dernières élections européennes, on le voit aussi nationalement dans la plupart des États membres. On a cru un temps, effectivement, que ce phénomène-là se bornait à l'est de l'Europe, et on y a vu la réactivation finalement d'un clivage entre l'Est et l'Ouest. Évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et c'est un phénomène qu'on voit à l'œuvre, non seulement en Europe centrale, orientale, mais aussi, évidemment, dans l'Europe du Nord. On le voit en Allemagne, tu as raison, on le voit en Europe méridionale, on le voit en Italie, évidemment, Mélanie est au pouvoir. La France, pour l'instant, ce qui nous empêche de basculer jusqu'à quand, c'est notre système électoral, mais encore une fois, jusqu'à quand on n'échappe pas à la règle. Et donc, effectivement, cette dynamique politique-là, elle a des conséquences à la fois internes, mais aussi externes, parce que, en dépit de leur diversité, ces forces politiques, illibérales, populistes et autoritaires, ont tout au moins un point commun. Et tu as cité le mot, c'est leur euroscepticisme. Elles contestent toute la légitimité de l'Union européenne, d'ailleurs, que ce soit sur un plan politique ou sur un plan économique, et sur le rôle d'ailleurs que pourrait jouer l'Union européenne sur la scène internationale. Néanmoins, j'introduis peut-être une toute petite nuance, c'est que autant effectivement il y a une convergence vers cet euroscepticisme, au moins tendance soft, plus que sur la version hard de l'euroscepticisme. Je veux dire par là que ce qu'on voit, c'est pas une augmentation de l'europhobie. Ce n'est pas une augmentation en interne au sein de l'Union européenne de la contestation du principe même de l'appartenance des pays membres à cette union. Cette europhobie, elle existe toujours, évidemment, et en moyenne, dans les pays européens, elle est entre 20 et 25%. Mais elle est loin d'être majoritaire. Et de ce point de vue, je pense que le Brexit, en fait, a répondu à une singularité britannique. Mais on pourra en parler si vous le souhaitez. Donc les courbes ne vont pas dans la même direction. Augmentation du populisme, notamment à la droite de l'échiquier politique d'un côté, mais maintien finalement d'une forme d'europhobie tendance dure qui est relativement stable, et ça je pense aussi qu'on doit le dire. Sur les effets externes, évidemment, d'abord le modèle européen autour du triptyque droit, marché et démocratie libérale, non seulement est attaqué en interne par les forces politiques que j'évoquais à l'instant, mais est attaqué par les armes
à l'extérieur, et notamment depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe en Ukraine. Il y a évidemment à ça se surajoute en fait ce que Delphine décrivait très bien et que je ne pourrais pas mieux décrire, c'est-à-dire la multiplication aussi de contestations, de mise en concurrence de ce modèle par des forces politiques autoritaires. C'est même plus qu'autoritaire en fait en réalité. Pour certaines d'entre elles, elles sont totalitaires. On pourrait peut-être introduire aussi quelques nuances en fait dans notre débat. C'est le cas en Chine. Je pense que le système poutinien est un système qui est plus qu'autoritaire, qui a des accents totalitaires, qui est au moins fascisant. Et évidemment, ce qui se passe aux États-Unis doit aussi nous interroger en fait du point de vue de cette contestation. Donc, nous sommes pris finalement en tenaille par ces deux phénomènes, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe. Et pour peut-être apporter un dernier élément, il me semble effectivement que pour faire bloc, on a un besoin évidemment d'une cohésion extrêmement forte sur, alors j'aime pas beaucoup le mot valeur en fait, mais au moins sur les principes politiques et juridiques qui sous-tendent en fait ce qu'est l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, le cas Orban nous lance un défi en fait extraordinairement important parce qu'il ne s'agit plus, me semble-t-il, d'une démocratie même illibérale au sein de l'Union européenne, mais davantage en fait au moins d'une autocratie illibérale. Le régime politique a changé. Or, je pense que l'Union européenne, en tant qu'union d'États reposant sur des régimes en fait démocratiques et libéraux, pour pouvoir faire face aux défis extérieurs que l'on évoque à l'occasion de cette table ronde, eh bien, on ne peut pas se payer le luxe en fait d'une différenciation sur ces principes et sur ces valeurs. Des grands auteurs, je pense que Jean-Vincent et moi, on partage, comme Tocqueville, Montesquieu et jusqu'à Aron, ont considéré en fait que l'homogénéité en fait, dans une union d'États, au moins sur les principes politiques et démocratiques, était une condition sine qua non pour pouvoir développer une capacité de résistance, de défense, voire développer en fait une puissance sur la scène internationale. Oui, merci vraiment pour ce rappel de l'évolution de l'Europe, parce qu'effectivement, un des enjeux aujourd'hui, c'est de montrer qu'en effet, les idées comptent au sens où, au lendemain de la guerre froide, le sentiment était que les affrontements pourraient continuer à subsister, mais pour des questions de territoire, pour des questions de géopolitique. Et en fait, on se rend compte qu'au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe ou à l'échelle internationale, les affrontements de type idéologique jouent un rôle clé finalement dans la structuration du monde et dans la démesure dont tu parlais, Frédéric. Et de ce point de vue, à la montée en puissance de ce que certains ont appelé les néo-empires autoritaires, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, évidemment interroge quant à l'apparition sans doute pas d'une nouvelle guerre froide, parce qu'on est dans un climat très différent, mais en tout cas d'un affrontement très net entre des puissances qui assument leur identité démocratique et d'autres qui, au contraire, vont dériver vers l'autoritarisme, voire le totalitarisme, notamment la Russie. Évidemment, la Russie étant ici un exemple emblématique. Frédéric. Oui, et pour répondre à ta question dans le prolongement du diagnostic de Delphine sur cette contestation de l'universel et cette querelle de l'universalisme, la Russie se prétend être un État-civilisation. Et il y a toute une littérature aujourd'hui qui n'est pas du tout la même de celle que vous connaissez toutes et tous. Vous savez, le choc des civilisations de Samuel Huntington. En fait, c'est un choc de religion pour Huntington. C'est pas du tout ça. L'état-civilisation, c'est de dire qu'il y a des États qui incarnent la civilisation, qui doit être ainsi projetée à l'ensemble du monde. Et elle est fondée justement sur une conception de l'autorité morale. Pour Poutine, ce sont des valeurs qui sont l'orthodoxie, des valeurs très conservatrices, qu'il faut impérativement assurer face à quoi? Face au développement en Occident d'une forme de décadence. Et tu parlais de querelle idéologique, querelle des idées, ça passe y compris sur X par Poutine, qui, au moment de l'agression contre l'Ukraine, il va y avoir un front militaire, un front économique, il y a aussi un front culturel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il convoque, voilà, celle qu'on aime tous, les enfants en particulier, l'autrice de Harry Potter,
Rowling, qui avait émis un certain nombre de critiques sur l'évolution de la transsexualité et qui était un peu réticente par rapport aux droits de certaines communautés, enfin la communauté LGBTQ. Et Poutine en avait profité en disant regardez chez vous, il y en a même qui sont contre. Bon, évidemment, Rowling a émis un certain nombre de réticences en disant non, voilà, je ne vais pas me faire instrumentaliser par le chef du Kremlin. Mais donc oui, il y a ces États-civilisations qui deviennent de plus en plus prégnants aujourd'hui. Mais là, je vous parle de la Russie, on peut parler de la Chine, que Delphine connaît beaucoup mieux que moi, ou de la Turquie, mais il faut aussi parler de Trump, il faut aussi parler des États-Unis. Ça concerne aussi l'Occident. Ça concerne aussi l'Occident. Et ce matin, on s'interrogeait en disant, autour de Trump, le premier mandat Trump a été finalement une improvisation, le deuxième va être en fait une radicalisation très professionnelle. Mais non, déjà le premier, moi en tant qu'internationaliste, j'ai été stupéfait. Il a quand même enrayé l'OMC en ne désignant pas de juge au sein de l'organe de règlement des différends. C'est hyper technique. Il a su le faire. Ça veut dire qu'il sait parfois s'entourer de personnes compétentes qui peuvent casser en fait le multilatéralisme. Et c'est ça, pour moi, la principale conséquence de ces autorités autoritaires. Tu parlais d'euroscepticisme sur un continuum vers l'europhobie, mais le dénominateur commun, c'est que ces autorités autoritaires pulvérisent le multilatéralisme. Parce que le multilatéralisme, c'est très simple. Ça fonctionne grâce à des puissances moyennes démocratiques. Si vous tuez les puissances moyennes démocratiques, vous fragilisez le multilatéralisme. C'est une relation de cause à effet direct. Merci. Et si les puissances moyennes et démocratiques, ou grandes, comme les États-Unis, doutent de la crédibilité du projet démocratique, et là, évidemment, le combat idéologique que nous évoquons est d'autant plus perdu, en quelque sorte. Alors Delphine, tu as beaucoup insisté dans ton exposé liminaire sur cette dimension de contestation. Évidemment, s'il y a bien une puissance qui conteste, c'est bien la Chine, mais de façon habile, de façon très stratégique. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter là-dessus, parce qu'évidemment, aujourd'hui, ce conflit Chine-États-Unis est évidemment une donnée importante du problème. On peut évoquer évidemment d'autres cas. Oui, je vais peut-être élargir un petit peu, et pour revenir sur ce qui a été dit avant, il y a un phénomène qui est particulièrement intéressant, frappant aujourd'hui, qui est l'exportation des populismes autoritaires et le fait qu'ils s'intéressent aux questions de relations internationales. C'est le cas en Chine, effectivement, là où on pouvait considérer jusque récemment que les États autoritaires s'intéressaient surtout à leur scène intérieure. Et s'intéressait au contrôle des populations, etc. Le phénomène qu'on observe aujourd'hui, c'est que les relations internationales servent de substitut lorsque les populations en interne sont insatisfaites de leur gouvernement. On rassemble contre un ennemi extérieur, ça c'est un phénomène bien connu, mais on le fait aujourd'hui au service d'un discours populiste en exportant ou en traduisant en termes de relations internationales ou en commentant les relations internationales en des termes qui reprennent les classiques du populisme, c'est-à-dire le fait de jouer le peuple contre les élites. Et ça se traduit essentiellement par, encore une fois, des atteintes au multilatéralisme considéré comme étant l'incarnation d'une élite internationale occidentale et en des termes qui sont anti-occidentaux et anti-européens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vaut pour des États européens eux-mêmes, et la posture d'Orban est celle-ci, mais on retrouve ça dans le discours russe, on retrouve ça dans le discours chinois, on le retrouve dans le discours de la Turquie. Est-ce que tu pourrais peut-être donner un exemple ou un élément, je ne sais pas, un événement frappant là-dessus ? On le retrouve. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est ce à quoi ça donne lieu. Donc, par exemple, dans le discours, pour filer l'exemple qui était donné par Frédéric il y a un instant, effectivement, le discours poutinien consiste à dire la Russie État civilisation, mais à une échelle plus large, ce que promeut la Russie et ce qui lui permet aussi d'aller chercher des alliances, par exemple sur le continent africain, c'est de dire nous, ce qu'on veut à l'échelle internationale, c'est une civilisation des civilisations. C'est-à-dire un système international dans lequel l'universalisme, finalement, est une échelle au-dessus. C'est une forme de méta-universalisme qui se traduit par une forme de coexistence dans le cadre de laquelle c'est chacun chez soi, chacun dans sa civilisation,
chacun dans ses valeurs, et nous, la Russie, on veut faire chez nous comme ça nous arrange, y compris lorsque c'est évidemment en contradiction avec ce qui est présenté comme le droit international universel. Et dans ce cadre-là, on vous laissera, vous, Africains, peu importe la diversité du continent, gérer vos affaires comme vous l'entendez, en Asie, gérer leurs affaires comme ils l'entendent, etc. Et donc, il y a encore une fois cette idée selon laquelle la Russie, on retrouve ça dans le discours récemment de Vladimir Poutine, est un État qui serait en fait lui-même victime d'une forme de colonisation ou de néocolonialisme occidental. C'est quand même assez paradoxal quand on réfléchit à ce qu'a été la trajectoire de l'Union soviétique et de la Russie récemment, mais on retrouve ce discours-là, et donc encore une fois, c'est l'incarnation d'une forme de populisme à l'échelle internationale qui est véhiculée par des États autoritaires et qui donne lieu aussi à des nouvelles formes de coalition entre États qui promeuvent la même vision, la même approche. Bon, j'ai bien le sentiment qu'à ce stade de la discussion, on n'a pas donné de perspective très optimiste. Et donc, il est venu le moment d'évoquer cette question qui peut-être vous suscite votre curiosité, qui est cette question de la bienveillance. Je pense que c'est important d'introduire cette notion que tu as étudiée, Frédéric, dans ton livre, La bienveillance en relations internationales. Alors, c'est vrai que le livre est sorti au moment de la guerre en Ukraine, donc c'est sûr que c'était... Bon, mais à la limite, je dirais que c'est d'autant plus nécessaire, et je pense que tu l'as bien dit dans tes différentes tribunes et les différents textes que tu as pu écrire depuis, c'est qu'au fond, cette situation de dégradation des relations internationales appelle, par contraste, une plus grande nécessité de coopération. Et donc, la question que j'aurais envie de te poser, avant de passer aux questions, et donc avec une réponse malheureusement trop brève, c'est voilà, est-ce qu'il peut exister une autorité bienveillante en relations internationales? Je sens bien que ça tourne autour du multilatéralisme auquel tu crois, mais voilà, comment au fond nous donnerait des perspectives, non pas d'espoir, mais en tout cas d'envisager quelque chose comme une bienveillance internationale? L'autorité verticalise. La bienveillance, elle égalise. Donc c'est contradictoire. Et en relations internationales, on a quelque chose d'assez proche de ce que tu parles, ce que tu m'invites à réfléchir. Autorité bienveillante, on a l'hégémonie bienveillante. Il faut se méfier des hégémones bienveillants. Non, parce qu'il y a le paternalisme qui vient très très vite après. Les États-Unis, ça a été le cas, et la Chine aujourd'hui, c'est aussi le cas. Évidemment, elle ne le fait pas à l'égard des Occidentaux, mais elle se veut une autorité bienveillante, ou un hégémone bienveillant à l'égard de certains États des Sud ou du Sud. Bon. Donc, il faut se méfier des États. Donc, je dirais non, pas souhaitable du côté des États. Par contre, je pense qu'il y a eu dans l'histoire des relations internationales de grandes figures d'autorité bienveillante, comme vous avez probablement rencontré, j'espère, dans votre cheminement, des enseignants qui ont été des autorités pédagogiques bienveillantes. Il y en a très très peu, malheureusement. Il y a eu Mandela, il y a eu Desmond Tutu, il y a encore quelques prix Nobel, je pense à Denis Mukwege, qui était le grand médecin qui répare les femmes. Mais ce sont des individualités, ce sont des singularités. Et donc, ce n'est pas du côté des États autorités bienveillantes qu'il faut regarder les choses, plutôt des graines de bienveillance qui se manifestent à l'échelle individuelle, et après voir comment elles peuvent un peu plus rayonner ou s'étendre. Et c'est vrai que le multilatéralisme est une façon de penser la solidarité de façon bienveillante, mais c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas être complètement pessimiste, mais il faut être aussi assez lucide. Mais parler plutôt de graines de bienveillance plutôt que d'autorité bienveillante. Et ça passe par des individus. C'est les individus qui doivent les incarner et qui ouvrent une morale nouvelle. La morale close des États, celle des populismes ou des figures autoritaires, elle ne permet pas d'aller sur ce chemin. C'est par les individus. Merci. Alors, ok. Alors, évidemment, tu évoques ces questions d'éthique, de morale, de graines de bienveillance. Peut-être qu'on peut introduire là aussi un élément qui est celui de la religion, dont on a beaucoup parlé durant ces entretiens, et qui est un sujet, une de tes spécialités, Delphine, dans l'ouvrage La part des dieux, donc sur la part des religions en relations internationales. Bon, c'est évidemment très difficile de répondre rapidement à une question aussi large, mais
Mais quel rôle peuvent jouer les religions? Certains insistent beaucoup sur la part de violence qu'elles peuvent apporter. Peut-être qu'on peut, ici, à ce stade, souligner d'autres aspects. Alors, les religions ne jouent jamais de rôle qui soit décorrélé de la façon dont des acteurs ou des entrepreneurs politiques s'en saisissent. Ça, c'est un point qui est important pour comprendre la place qu'elles jouent en relations internationales en particulier. C'est toujours par l'intermédiaire d'une médiation politique qui va interpréter un message. Ce qui est très intéressant et en même temps paradoxal avec la religion, ou les religions, c'est qu'il y a toujours un décalage entre des énoncés religieux, et en particulier pour les religions dites du livre, qui ont une permanence historique. On fait toujours référence au même texte, aux mêmes citations dans des livres saints, mais des interprétations peuvent être extrêmement différenciées. Si vous prenez le catholicisme, qui est pourtant la religion la plus institutionnalisée, avec une figure d'autorité, celle du pape, qui dit ce qu'est la vérité à un moment donné, eh bien, le même livre, le même texte peut vous donner l'Opus Dei, organisation extrêmement conservatrice, et les théologies de la libération en Amérique latine, qui appuient des mouvements révolutionnaires. En islam, des références à l'islam et au même livre peut vous donner lieu au conservatisme saoudien et à la révolution islamique en Iran. Donc, des mêmes, encore une fois, référents religieux peuvent être utilisés soit pour appuyer une autorité très conservatrice, soit au contraire pour la renverser. C'est un point qui est extrêmement intéressant. Peut-être un autre phénomène qui est significatif, c'est de regarder là aussi comment des autorités religieuses aujourd'hui, eh bien, en sens inverse, utilisent les relations internationales et prennent position sur les affaires mondiales pour se légitimer. Regardez l'évolution des discours du pape François, qui est très engagé dans le monde contemporain. Encore une fois, c'est en sens inverse. On a longtemps considéré que c'était la religion ou les acteurs religieux qui jouaient un rôle, ou les politiques qui se servaient du religieux pour appuyer leur rôle. On voit aujourd'hui que pour une autorité religieuse, il devient nécessaire de prendre position sur les affaires du monde, les questions écologiques, les questions de paix internationale, etc., pour se légitimer et sans doute parler à la société. Merci. Alors, une dernière question avant de passer aux questions. Je vous invite à d'ores et déjà les préparer et à vous signaler. Une question pour toi, Thierry Chopin, sur une question peut-être un peu prospective. La France s'inscrit, on l'a déjà dit, dans un contexte européen et dans le contexte de l'Union européenne, face à un contexte qui est celui de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les États-Unis vivent une période compliquée avec l'élection de Donald Trump, ce qui pose la question de la défense européenne, une question qui se posait bien entendu avant, mais qui se pose d'autant plus maintenant qu'il y a une hypothèque sur cette sécurité européenne qui serait garantie ou pas par les États-Unis et par l'engagement aujourd'hui fort de l'administration Biden en Ukraine. Donc voilà, quel avenir au fond pour cette puissance européenne? Comment est-ce que tu vois les choses, toi qui as depuis déjà de nombreuses années travaillé sur ce sujet? C'est vraiment une question à 100 000 euros, au moins. Je dirais même de manière schématique, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une inhibition en fait, traditionnelle de la construction européenne vis-à-vis de la puissance. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est très difficile à surmonter. Depuis 1954, au moins, le rejet de la communauté européenne de défense. La France propose ce projet, la France flingue ce projet. Et je pense qu'on est toujours finalement là-dedans, malgré des progrès qui ont été réalisés. À très grands traits et à très grands pas, il y a quand même des choses qui se sont passées, alors sous l'effet de la guerre en Ukraine, mais aussi sous l'effet de la crise sanitaire. On a pu, disons, identifier ce qu'on a appelé, peut-être de manière abusive, j'en sais rien, on verra en discutant ensemble, mais une sorte de réveil géopolitique de l'Europe, c'est-à-dire la découverte d'un certain nombre de vulnérabilités, de fragilités dans des domaines en fait stratégiques, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine aussi de l'énergie, dans le contexte de crise énergétique, dans le domaine évidemment de la sécurité et de la défense sous l'effet de la guerre en Ukraine. Et sous l'effet de cette prise de conscience géopolitique, il y a un certain nombre de décisions très importantes qui ont été prises, et je pense qu'il faut rappeler, qui a fait accéder en fait en quelque sorte l'Union européenne à un rôle, pour le coup géopolitique, qu'elle avait rarement rempli en fait, par l'usage de sanctions qu'elle avait déjà utilisées
contre l'Iran, contre la Russie, mais dans des proportions en fait jamais égalées, me semble-t-il, jusque-là, par l'envoi d'une aide militaire, la livraison d'armes létales à la résistance ukrainienne, qui est notre première ligne de résistance, en réalité, avec l'OTAN, notre première ligne de défense. Et ça, c'est comme une révolution copernicienne. Par la décision, l'engagement pris par quasiment tous les États membres d'accroître leur effort budgétaire en matière de défense pour renforcer leur capacité. Et donc tout ça n'est pas complètement neutre, mais tout ça n'est pas décisif. Et effectivement, notre dépendance vis-à-vis des États-Unis, elle reste entière. Et la question de savoir ce qui peut se produire après l'élection de Trump et d'ici son retour à la Maison-Blanche est une question fondamentale. Est-ce qu'on est capable de passer finalement de la prise de conscience géopolitique à la prise de risque géopolitique ? Je ne sais pas. C'est une question de volonté, et notamment de la part des États, et peut-être de certains États européens. Et notre difficulté, on va essayer de trouver des raisons d'espérer, mais j'en vois quand même malheureusement pas beaucoup. Les deux grands États européens que sont la France en fait, et l'Allemagne, évidemment, sont très occupés par leur situation domestique et sont affaiblis. Donc sur qui compter en fait en réalité ? Est-ce que la Pologne en fait suffit pour ça ? Je n'en sais rien. Et en tout cas, il va y avoir plusieurs tests en fait devant nous. Le premier, c'est est-ce qu'on est capable d'abord de garantir nos engagements vis-à-vis des Ukrainiens, et est-ce qu'on est capable de relancer notre industrie de défense pour respecter ces engagements ? Première interrogation. Et pas acheter américain, ou pas exclusivement en tout cas. Est-ce qu'on peut, si Trump s'engage en fait dans une négociation avec Poutine en vue d'un accord de paix entre guillemets sur l'Ukraine, est-ce qu'on peut éviter la marginalisation des Européens dans cette négociation ? Est-ce qu'on est capable de faire entendre notre voix ? Et ça suppose évidemment que les Européens aient une offre européenne en fait à faire dans cette négociation. On a été capable de le faire dans d'autres situations, sur le nucléaire iranien par exemple. Et je trouve que ce cas-là, il est intéressant parce que ce qu'il montre, et c'est toute notre difficulté, c'est que le dilemme qu'on a finalement à surmonter, c'est que les Européens, en fait, pris isolément, ne sont pas suffisamment forts pour faire entendre leur voix. Mais simplement, pris ensemble, ils sont divisés. Et donc, est-ce qu'il est la question du format finalement est importante, et est-ce qu'il faut s'appuyer sur quelques grandes capitales capables de converger vers une position européenne qui pourrait emporter l'adhésion finalement des autres ? Je pense que c'est ça l'une des questions qu'il faut se poser. Et effectivement, là, il y a un travail peut-être d'imagination, enfin, mais c'est le rôle des dirigeants de nous faire cette proposition, cette offre. Pour l'instant, on n'a pas lu grand-chose, on n'a pas entendu grand-chose en fait sur le sujet. Peut-être dernier mot, ce qui, moi, en tout cas, me frappe beaucoup, c'est que l'état de préparation des Européens avant même l'élection américaine, en fait, était très faible. Et il me semble qu'on est malheureusement plus vulnérable en fait, après le 5 et 6 novembre dernier qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on soit condamné à l'impuissance, mais en tout cas, il faut réfléchir en fait, aux formules qui ont fonctionné avant. Et là, on retombe, je trouve, sur la question de l'autorité. C'est-à-dire d'une unité quand même de pouvoir suffisante pour que les Européens puissent s'exprimer en fait, et peser. Et je trouve qu'il y a un exemple en fait, qu'on pourrait avoir à l'esprit, que je livre un petit peu pour la réflexion et la discussion à venir. C'est le cas du Brexit, même si évidemment les États-Unis, ce n'est pas le Royaume-Uni, mais quand même, ce qui avait été imaginé en, fait, en termes d'autorité pour négocier avec Londres, c'était la combinaison d'un leadership politique incarné par une personnalité alors, qui se trouve être devenue notre Premier ministre. Donc ce n'est pas du tout... la promotion de telle ou telle personnalité, mais en tout cas la combinaison d'un leadership politique, comptable de ses actions devant à la fois la Commission européenne et devant les États, pouvant négocier sur la base d'un mandat de négociation qui lui avait été confié par les États et pouvant s'appuyer sur l'expertise technique de la Commission. Et ça avait fonctionné. Donc peut-être réfléchissons à ce type de pistes-là. Mais en tout cas, évidemment, il faut s'attendre à des négociations qui vont être brutales et en permanence. Peut-être aussi une piste, mais vraiment la toute dernière, c'est promis.
Je disais que les Européens étaient vulnérables, mais je pense que les États-Unis ont aussi en fait, leur point de faiblesse, leur talon d'Achille. On parlait de retour de la compétition entre des puissances. On voit bien que l'obsession américaine, c'était déjà le cas c'est le cas sous Biden, ça sera le cas évidemment puissance 10 en fait sous Trump 2. C'est la compétition stratégique et technologique avec la Chine. Et là, je pense que les Européens ont des instruments en fait, à faire valoir et à utiliser, et notamment leur politique de concurrence vis-à-vis des géants de la tech. Et quand on voit l'importance du rôle joué par un certain nombre d'entrepreneurs de ce secteur d'activité en fait, pendant l'élection américaine, identifions en fait nos atouts, parce qu'il me semble qu'il y a des choses qu'on peut faire. Merci beaucoup. On peut, je crois, vous applaudir pour nous avoir donné des éléments d'éclairage. Et comme souvent en politique, nécessité fait loi, et nécessité peut faire autorité. Et on l'a vu sur un certain nombre de dossiers européens ou internationaux. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas lieu non plus de paniquer. On a 15 minutes, vous avez été particulièrement respectueux du temps. On a 15 minutes de questions jusqu'à 17h15 et la pause, avant l'une des dernières tables rondes. Donc on va prendre les questions dans la salle. Juste peut-être identifier s'il y a plusieurs questions en même temps, en prendre 2 ou 3 si peut-être ça s'impose. Je vois déjà qu'il y a deux mains qui se sont levées au fond de la salle. Peut-être les questions peuvent être posées en même temps. Et rapidement, s'il vous plaît. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de l'affaiblissement de la France. L'Allemagne, c'est à son tour. On l'a bien vu aussi avec le départ de Thierry Breton de la Commission européenne. Est-ce qu'il faut compter sur la Pologne? Est-ce que vous avez des perspectives dans ce sens-là? Merci. Je crois qu'il y avait une question juste à côté, non? Oui. Une petite question candide, mais quand même, je vais la poser. Je me dis, est-ce que la situation géopolitique que l'on observe aujourd'hui n'est pas le hasard, c'est pas un hasard, mais est-ce que c'est pas le fruit d'une succession de décisions hasardeuses qui ont été prises par les États qu'on dit détenir puissance et autorité? Donc ça, c'est une chose, mais quelle autorité, quelle puissance? On n'a pas parlé de bien commun, alors moi je suis un peu utopiste, alors j'ai envie de le dire quand même. Quel bien commun? Et vous avez dit ensuite, bien sûr, que ce sont les États qui prennent les décisions, mais est-ce que vous, qui avez des analyses qui sont quand même très pertinentes, vous êtes écoutés aussi par les politiques? Je trouve qu'ils auraient bien de la graine à prendre. Merci. Je crois que... D'accord. Bon, on va peut-être essayer de répondre à ces 2 séries de questions. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Thierry, vas-y. Je peux peut-être dire un mot sur la Pologne, en fait, et puis je laisse mes camarades répondre sur la seconde question. Alors effectivement, affaiblissement de la France et de l'Allemagne, à la fois pour des raisons domestiques, mais aussi, je ne l'ai pas dit, je pense que c'est utile de le mentionner maintenant, et notamment en lien aussi avec la question polonaise, c'est le fait que l'autorité, pour le coup, de ces 2 pays a été considérablement affectée par leur positionnement sur la question russe avant l'entrée en guerre. Ça, évidemment, la France et l'Allemagne le payent. C'est-à-dire que leur influence, elle a été aussi affectée par ça, négativement, au profit, précisément, de l'influence, en fait, de pays qui, à la fois du fait de leur proximité géographique avec Kiev, mais aussi du fait d'avoir eu raison sur la menace russe, qui est en réalité la menace commune auquel font face les Européens, ont vu leur influence, leur crédibilité et, je pense, leur autorité s'accroître, augmenter. Et ça, j'en veux pour preuve, avant de parler de la Pologne, le fait que ça se reflète très clairement dans la composition de la nouvelle Commission européenne. Parce que cette composition, elle reflète non seulement, évidemment, des équilibres politiques et partisans, mais elle reflète aussi de nouveaux équilibres géopolitiques. Et quand vous voyez les postes, les portefeuilles très importants, et notamment sur les sujets régaliens, obtenus par des pays nordiques, des pays baltes et des pays d'Europe orientale, très clairement, la guerre en Ukraine produit des effets sur la composition de la Commission, y compris en fait, d'un point de vue géopolitique. Et dans ce contexte-là, très clairement, un des pays en fait, qui a vu son influence se renforcer très fortement, notamment au sein de la Commission, mais aussi au sein du nouveau Parlement européen. Je
plein d'exemples à vous donner, si vous le souhaitez, après la conférence sur le sujet, c'est bien la Pologne. La Pologne est un grand pays, démographiquement parlant. La Pologne bénéficie de sa proximité et du soutien vis-à-vis de Kiev. La Pologne est exemplaire en termes d'efforts budgétaires pour renforcer ses capacités en matière de défense, qu'elle élève en fait à 4% de son PIB. C'est colossal. Et il y a une volonté en fait du nouveau gouvernement polonais, et ça c'est la bonne nouvelle. Il y avait un gouvernement national populiste, autoritaire et libéral pendant de longues années qui a été remplacé par un autre gouvernement aujourd'hui dirigé par Donald Tusk, ancien d'ailleurs président du Conseil européen. Et le nouveau ministre des Affaires étrangères polonais, M. Sikorski, qui est une grande figure européenne qu'il faut lire, qu'il faut écouter, au moment où, parce qu'en France évidemment on entend parler du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne 2, des rapports Letta, Draghi, en même temps, au même moment, M. Sikorski faisait un très grand discours devant la Diète polonaise sur la nécessité pour les Européens de développer, d'aller plus avant dans leur autonomie stratégique en matière de sécurité et de défense, y compris vis-à-vis des États-Unis. Ce qui est quand même là aussi une révolution copernicienne pour un gouvernement, un représentant à ce niveau du gouvernement polonais. C'est important de rappeler ça parce qu'il y a une dizaine d'années, lorsque moi je suis allé plusieurs fois en Pologne, les Polonnes c'était l'OTAN. Aujourd'hui, il y a eu la guerre en Ukraine a conduit vraiment à un renversement géopolitique, et c'est vrai que les puissances comme la France ou l'Allemagne doivent être à la hauteur de cette évolution des puissances d'Europe centrale. Je rebondir vraiment en un seul mot, parce que je pense que le cas polonais que tu viens d'évoquer est celui dont on avait besoin pour remettre un tout petit peu d'optimisme dans la discussion, parce qu'il démontre qu'il n'y a pas d'unilinéarité de l'histoire. On ne va pas nécessairement vers plus d'autoritarisme, moins d'autorité, moins de puissance européenne. On peut tout à fait avoir des évolutions qui vont dans le bon sens. Donc je pense qu'on avait vraiment besoin de cet exemple-là. Et je vais le compléter avec autre chose pour la partie du monde que je connais le mieux, l'Asie du Sud-Est. Il y a un phénomène qui est assez intéressant. On a parlé tous les quatre depuis le début des grandes puissances autoritaires, contestataires, etc. Chine, Russie, voilà. Maintenant, il y a aussi des puissances moyennes qui émergent et qui ont des discours ou des postures qui ne sont pas nécessairement celles-là, et qui sont celles vers lesquelles il faut aller pour créer des coalitions qui fassent en sorte qu'on n'ait pas cette opposition qu'essaye de nous vendre la Russie et la Chine entre Occident ou Occident global et Sud global. Ce qu'on appelle le Sud global est extrêmement diversifié. Un grand pays comme l'Indonésie, celui que je connais le mieux, 270 millions d'habitants, a une position sur la scène internationale qui, jusqu'à aujourd'hui, ça pourrait évoluer dans les prochains mois, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, est plutôt une prise de position universaliste en soutien aux organisations internationales. Et donc, il faut aussi faire des efforts pour aller vers ces pays avec lesquels on n'a pas nécessairement traditionnellement ou historiquement des relations extrêmement étroites, mais qui sont aussi à la recherche d'alternatives pour ne pas être pris dans une compétition entre grandes puissances américaines et chinoises en Asie. Et la France fait partie de ces alliés potentiels considérés comme très intéressants par ce type de partenaires. Et une autre puissance qui va dans le même sens, c'est la Corée du Sud, qui vraiment joue à fond les valeurs libérales. Enfin, je sais que on n'aime pas le terme de valeur, je ne devrais pas l'utiliser, mais ces principes-là qui aujourd'hui sont mis en doute au sein même de nos puissances. On a des puissances aujourd'hui qui en font un argument sur la scène internationale. La Corée du Sud est un bon exemple à côté de l'Indonésie. Frédéric. Et savoir si on est écouté, pas vraiment. Parce que, en tout cas, en France, les élites politiques ne sont pas fabriquées dans les mêmes lieux que les élites universitaires. Donc, la jointure se fait difficilement. Peut-être un peu plus à l'INALCO, parce que vous avez des compétences aussi d'ordre régional. Mais voilà, il y a quand même... L'écoute est compliquée. On pourra en discuter si vous voulez à la pause. Peut-être sur les biens communs. Oui. Je pense que c'est une question qui est très importante. D'ailleurs, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Sur l'échelle européenne, je pense que cette question elle est fondamentale en fait, parce qu'on est quand même à la recherche aussi, on voit bien un peu d'un nouveau récit politique en fait, qui justifie, qui redonne une raison d'être à cette construction. Et je trouve que la question en fait, de poser cette question à partir de la question des biens communs est une clé d'entrée vraiment très intéressante, ou pour le dire peut-être autrement, en termes d'objectifs collectifs. Et dans le droit fil en fait, du sujet qui nous a occupé cet après-midi, je pense que la sécurité en fait, est un de ces biens communs. On le voit bien avec cette question de la guerre en Ukraine, en fait. Au sens large, oui, bien sûr.
Non, bien sûr. La sécurité au sens large, sécurité économique aussi, sécurité alimentaire, sécurité énergétique, on pourrait multiplier les exemples. Et si on est d'accord avec ça, c'est-à-dire si on est d'accord avec l'idée que nous avons encore des choses à partager, c'est-à-dire que nous avons des biens communs à défendre, nous avons des objectifs collectifs en fait, à défendre, alors on peut poser la question des moyens à mutualiser, à mettre en commun pour atteindre ces objectifs. Et je trouve que trop souvent, on se focalise en fait sur une discussion sur les moyens sans poser en fait au préalable la question des objectifs collectifs et des biens communs. Donc je trouve que c'est une très bonne clé d'entrée. Et évidemment, cette question se pose aussi évidemment à l'échelle internationale. On n'a pas parlé de climat, mais c'est évidemment un des biens communs fondamentaux et il y en a bien d'autres. Et de ce point de vue-là, je pense que ça doit conduire aussi à rajouter un élément à notre discussion. On a beaucoup focalisé dans la dernière partie de cette discussion sur les conditions de possibilité finalement de développer une puissance, peut-être une autorité en fait à l'échelle internationale pour l'Europe. Mais pour ma part, je considère qu'il faut opérer ce tournant géopolitique, mais attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire à ne pas développer une puissance sans tirer un trait sur ce qui constitue notre identité politique et géopolitique post-second conflit mondial. C'est-à-dire une composante de cosmopolitisme avec les principes qui en découlent en termes d'exigence de coopération, de solidarité, précisément parce que nous avons en fait au niveau international des biens communs en fait à défendre et à atteindre. Si les démocraties ne défendent pas ces principes-là, personne d'autre ne le fera. Une dernière question, parce que vraiment on est tenu par le temps. 2 questions, d'accord. Il y a une question aussi à l'étage. Vraiment, soyez très bref et je laisserai 1 minute à nos intervenants, pas plus. Alors, quid de... Michel. Très rapidement, dans la suite de ce que vient de dire Thierry Chopin, ce problème de la perspective, faut-il complètement abandonner l'idée du fédéralisme en Europe? Ok. 2e question. Au balcon. Au balcon et ensuite Madame en bas. Je remercie Thierry Chopin d'avoir évoqué à la fin de son propos le réchauffement climatique. Vous avez essentiellement parlé, quasi exclusivement parlé, de relations internationales entre États, voire entre États-civilisations, comme vous avez repris le terme. Or, il y a 2 thèmes qui me paraissent être théoriquement fédérateurs dans les relations internationales. Ce sont le réchauffement climatique et la chute de la biodiversité, avec 2 réalités. 1, tout le monde s'est assis sur l'accord de Paris. 2, absence de financement dans le cadre de la COP 16 sur la biodiversité. Donc on est dans un champ où c'est quasiment chacun pour soi, chacun défendant sa puissance civilisationnelle. Donc, est-ce qu'on n'est pas là l'humanité n'entre pas dans une impasse? Nonobstant, j'aurais non, mais attendez, je termine. Mais vraiment, un mot. Une perspective positive, c'est que n'oublions pas qu'en Europe, il y a 80 ans, on se faisait la guerre depuis des siècles, et qu'aujourd'hui, ça n'est plus la question. Ok. Enfin, quand même. Madame. Quid de l'état actuel de notre corps diplomatique qui serait affaibli par un recrutement peut-être inadéquat depuis quelques années? Ok, 1 minute chacun et la pause. Merci. Alors, juste un point. On n'a pas évoqué un côté positif. Il y a un côté positif, c'est le traité BBNJ, c'est le traité sur la haute mer et la biodiversité marine. Ça a été signé en plein milieu de la guerre. La délégation russe a signé. Alors, il faut maintenant ratifier. On a encore quelques mois pour le faire. Mais c'est un acte fondamental pour la protection de la biodiversité. C'est un acte symbolique et un acte politique qui ouvre l'idée selon laquelle les États, et aussi d'autres acteurs, vous avez raison, je pense qu'on l'a dit aussi, il y a les États, mais il y a aussi d'autres acteurs non gouvernementaux qui raisonnent en termes planétaires. En tout cas, il y en a un certain nombre qui raisonnent en termes planétaires. On est tous sur un même astre. Et moi, je considère que ce traité a une immense valeur et c'est une forme d'énergie positive qui se dégage. Moi, je vais répondre à la toute dernière question. J'ai un très grand respect pour notre corps diplomatique qui est vraiment
qui est la chance de la France, en fait, qui est d'un excellent niveau. Voilà, bon, aussi parce que je forme des jeunes diplomates et des jeunes qui passent ce concours et qui sont tous d'une extrême compétence. On a maintenu une voie d'entrée de spécialistes qu'on appelle le corps d'Orient dans le cadre de la fusion du corps diplomatique, ce qui nous permet d'avoir d'excellents spécialistes, et la France a beaucoup de chance, qui maîtrisent les langues, qui connaissent les contextes et qui ont aussi cette compréhension du monde qui consiste à se mettre à la place de l'autre pour réfléchir aux relations internationales. Il y a eu beaucoup d'évolutions de ce point de vue-là ces dernières années, avec une vraie volonté au Quai d'Orsay de diversifier le recrutement sur le plan social, sur le plan des formations, etc. Et donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Je ne suis pas aussi pessimiste qu'on le dit parfois. Bien, je vous propose qu'on reste sur une conclusion positive et qu'on applaudisse nos intervenants. Rendez-vous à 17h30 pour la table ronde « Le politique en perte d'autorité » animée par Pascal Perrineau. 15 minutes de pause.